beaucoup Jean-Pierre pour avoir bien posé la question de la réduction des risques qui au départ est arrivée au moment du sida pour réduire les contaminations infectieuses. On a imaginé d'autres alternatives que la consommation d'héroïne et on en est venu progressivement toujours aller vers les gens, aller vers leurs propres besoins. Je crois que c'est ça peut-être ce qui est particulier à la réduction des risques, c'est que on va vers les gens, vers leurs besoins et on n'est plus à imposer une seule règle qui pour l'héroïne était l'abstinence, le sevrage, la posture pour avoir une abstinence totale. Les traitements de substitution ont complètement changé l'approche. D'ailleurs, j'ai un tout petit point non pas de divergence, mais tu dis que la plupart des sujets qui prennent des substances ne vont pas avoir un professionnel. Je pense que c'est peut-être pas vrai pour l'héroïne. Parce que la plupart des consommateurs d'héroïne vont voir un médecin généraliste pour avoir des traitements de substitution et 80% vont les avoir par un professionnel. Hein. Mais bon, c'est un détail. Mais en revanche, pour le tabac, c'est sûr qu'on va généralement pas voir un professionnel. Donc, avec nos invités de la table ronde, eh bien, on va voir, est-ce que pour vous, on peut imaginer une forme de réduction des risques pour le tabac parce que c'est pas clair, je crois. Est-ce que diminuer sa consommation, ça va permettre d'éliminer les risques ou de diminuer les risques? On entend que quelquefois, diminuer sa consommation ne change absolument en rien le risque de cancer, qu'il n'y a pas de seuil. Voilà, donc on aimerait un petit peu avancer là-dessus. Peut-être Anne Borgne, donc Anne Borgne est médecin, addictologue, oui, engagée depuis très longtemps dans la réduction des risques. Et voilà. Je ne sais pas si je suis un acteur historique, mais en tout cas, je suis une ancienne actrice puisque j'ai longtemps été tabacologue et je me suis occupée que de tabac pendant très longtemps et engagée dans des actions à l'époque. Il y avait eu un groupe de travail sur la réduction des risques. Je ne sais pas si c'était Gérard qui en était, c'est ça. Hein, donc, on était dans ce groupe de travail sur la réduction des risques du tabagisme. Et à l'époque, c'était assez controversé parce qu'on n'avait pas, à cause de cette histoire de la durée de consommation qui maintient le risque de cancer. Donc, on était très prudent sur des politiques de réduction de consommation à cause du phénomène de compensation par une plus forte inhalation quand on diminue juste le nombre de cigarettes, donc qui ne change pas grand-chose à la toxicité. Alors c'est vrai que l'apport des substituts nicotiniques et la possibilité de les utiliser en même temps qu'on fumait, donc dans une stratégie de réduction de consommation, nous a fait un peu avancer sur cette histoire de compensation et au moins il y avait un apport. Quand on fait substitut plus cigarette, on diminue un peu l'apport de toxiques produits par la combustion, donc contenu dans la fumée. Et je voudrais aussi replacer, donc je disais que j'étais une actrice historique du tabac, et ma place aujourd'hui, je suis présidente du RESPAD, et c'est à ce titre que j'ai été invitée, et juste rappeler que tu parlais de la première demi-journée qui précédait le sommet de la VAP, c'était en début 2014, c'est ça? Et ben, en avril 2014, le RESPAD avait fait une journée, un colloque qui s'appelait la e-cigarette, une révolution en marche, et qui avait réuni beaucoup de gens qui sont d'ailleurs dans cette salle aujourd'hui, et c'est tout de suite positionné en faveur de la cigarette électronique, ou en tout cas prêt à réfléchir sur ce que pouvait apporter cet outil. Et comme a dit tout à l'heure Ricardo Polosa, il racontait que quand la cigarette électronique est arrivée, lui, dans sa position de clinicien face à des fumeurs qui venaient lui demander de l'aide, il avait été un peu dubitatif au début. Ça a été exactement ma situation quand la cigarette électronique est arrivée, donc en 2012-2013, avec cette explosion du nombre de boutiques, et que les patients qui demandaient des consultations, moi je ne vois que des gens qui demandent de l'aide en consultation, nous parlaient de la cigarette électronique. On était dans une espèce de prudence de on ne sait pas. Mais je pense qu'aujourd'hui on ne peut plus dire on ne sait pas. On en a eu des présentations ce matin, et qu'il faut que les professionnels de santé puissent avoir des connaissances, et ces connaissances, on peut les acquérir en lisant la littérature scientifique qui commence à être nombreuse, en discutant avec les vapoteurs. Moi, c'est aussi les vapoteurs qui m'ont appris beaucoup de choses,
les patients vapoteurs. Et ensuite, on a très rapidement rencontré l'EDUS, donc qui va intervenir cet après-midi par son président Brice Lepout, qui était quand même, en matière de tabac, la première association d'usagers fumeurs. Il n'y en avait jamais eu avant. Il n'y a jamais eu d'association d'usagers de fumeurs qui s'emparait quelque chose, qui se mettait en coalition pour diffuser un message. Donc ça, c'était très nouveau. Et ensuite, j'ai eu l'occasion de rencontrer la vape du cœur, mais je laisserai Stéphane en parler tout à l'heure, puisqu'en dehors d'être présidente du RESPAD, j'ai un métier quotidien, c'est d'être dans un XAPA et donc de recevoir des patients addicts, polyaddicts, comme dont parlait Jean-Pierre tout à l'heure, et que la cigarette électronique, pour ces patients qui sont dans d'autres problématiques avec d'autres consommations, la cigarette électronique, c'est un formidable outil à leur proposer parce qu'ils s'en emparent, et notamment avec la vape du cœur, mais je raconterai ça tout à l'heure. C'est peut-être une bonne transition. Stéphane Papa Théodorou, peut-être que vous pouvez dire un petit peu concrètement ce que vous faites avec... Bon, allez-y. Donc on travaille notamment avec les XAPA, comme le XAPA Ségalène avec le docteur Anne Borgne. Donc là, on a mis en place en fait un atelier mensuel, c'est-à-dire que tous les premiers lundis du mois, on va aller là dans ce XAPA et en fait, on va prendre en charge les gens qui désirent passer à la cigarette et se sevrer par le plaisir, notamment parce qu'en fait, l'avantage de la vaporisation, c'est que contrairement aux autres substituts de nicotine, on a cette notion de plaisir qui va faciliter l'abandon, l'oubli de la cigarette, soit définitivement, soit de manière plus étalée, en y allant plus progressivement. On travaille aussi de manière récurrente avec l'hôpital Ambroise Paré. D'ailleurs, à ce propos, je tiendrai à remercier toute l'équipe d'addictologie, notamment le professeur Thierry Chinet, la chargée des conditions de travail de Stéphanie Maillet, le docteur Sylvie Darzouz et Sandrine Brinjon, l'infirmière de Liaison, avec qui on travaille toutes les semaines avec cet atelier et qui nous fournissent un travail formidable et de communication aussi avec les patients et aussi avec nous, où on arrive à avoir une très bonne interaction et des très bons résultats au niveau du sevrage tabagique et de l'arrêt à plus ou moins long terme des patients qui sont suivis là-bas. Merci beaucoup. Antoine Deutsch, quel est le point de vue de l'INCa sur chacun son tour parce que... Comme ça, c'est mieux. Voilà. Ok, allez, go. Voilà. Donc l'INCa est donc une agence d'expertise sanitaire et scientifique en cancérologie. Et donc du coup, notre point de vue, donc en tout cas sur clairement en prévention, c'est l'arrêt du tabac. Et donc quand on a vu arriver la cigarette électronique, on avait besoin d'études, de financement pour pouvoir un peu se positionner. Et donc vraiment l'action de l'INCa, c'est vraiment le développement de la recherche et l'information auprès de professionnels de santé. Et on s'est rendu compte vraiment ça sur la cigarette électronique, ça a été ce besoin un peu de clarifier l'information scientifique sur ce sujet. Donc il y avait une non-connaissance. Et par rapport à la réduction du risque, c'est quelque chose de toute manière qui était aussi peu connu finalement, c'est-à-dire que là on est dans un centre d'experts, mais finalement les gens connaissaient peu le lien, notamment les professionnels de santé, entre la quantité et la durée. De toute manière, pour les professionnels de santé, quand ils repéraient la consommation de tabagisme, vous savez, ils faisaient toujours ce qu'on appelait le paquet année. Le paquet année, voilà. Et donc c'est dans leur tête un peu vraiment quelque chose qui est très fortement inscrit dans leur pratique. Et donc du coup, il y avait quand même ce côté où la quantité et la durée de consommation étaient équivalentes. En tout cas, dans le cancer, et ça fait quand même plus de 30 ans qu'on le sait grâce à des grandes études épidémiologiques, c'est que la durée est un facteur puissance 4 par rapport à la quantité. Donc clairement, aujourd'hui, ce qu'on peut considérer comme la réduction du risque de cancer et l'arrêt du tabac. Et donc la cigarette électronique peut donc être un outil de réduction du risque que si elle s'inscrit dans l'arrêt du tabac, exclusivement. Alors après, d'autres questions, c'est est-ce qu'il y a un temps supplémentaire qui permet de réduire puis d'arrêter? Mais en tout cas, je pense que vraiment, si on veut parler en termes de prévention des cancers, en tout cas, c'est vraiment de faire de la réduction, pour parler de réduction du risque, c'est qu'il faut l'inscrire dans l'arrêt exclusif, l'arrêt total du tabac et donc une consommation exclusive de cigarettes électroniques. Voilà. C'est-à-dire que passer d'une consommation de 30 cigarettes par jour à 2 cigarettes par jour plus cigarettes électroniques,
n'a aucun intérêt pour la réduction des risques. Ça diminue le risque, mais ça diminue nettement moindre voilà, proportionnellement que la durée. Ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que du coup, bien sûr que plus on fume, plus on augmente son risque, mais c'est surtout plus on continue de fumer dans la durée. C'est-à-dire qu'il faut arrêter. C'est-à-dire que tout arrêt est vraiment bénéfique. À un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter de fumer. Je vais reprendre la comparaison tout à l'heure de Jean-Pierre sur les traitements de substitution opiacés pour les consommations d'héroïne, entre autres, injectées. Il y a des risques à prendre de la méthadone. Il y a un risque, il faut bien maîtriser sa dose, il faut la garder équilibrée, il ne faut pas l'augmenter trop vite, il faut avoir une surveillance médicale. Donc c'est pas, voilà, il vaut mieux pas prendre de méthadone jamais dans sa vie que de prendre de la méthadone. Sauf que quand on prend de la méthadone, on se protège de l'injection, on se protège des produits qu'on achète et dont on ne sait pas trop bien ce qu'il y a dedans ni leur dosage, et donc encore de risques d'overdose. La cigarette électronique, c'est pareil, ça ne protège pas forcément de tous les risques. Et il y en a, et notamment ce que tu disais, et je parle de cigarette électronique associée à la poursuite du tabagisme, mais on diminue les risques cardiovasculaires énormément. Il y a vraiment une diminution du risque pour la santé. Il y a la diminution de tous les produits de combustion, on va le redire, donc du monoxyde de carbone, des irritants bronchiques. Et il suffit de voir des vapofumeurs qui voient nettement des améliorations de leur état de santé, de leur confiance en eux, et en plus de passer par ce qu'on oublie toujours, c'est que tu parlais tout à l'heure on exige des gens qu'ils arrêtent, on exige une abstinence totale. On sait bien qu'il y a une trajectoire pour arriver un jour éventuellement à une abstinence de quelque produit que ce soit, et que si on impose et qu'on dit que comme solution véritable il n'y a qu'une abstinence, les gens échappent. Alors que si on les accompagne avec des outils qui leur permettent progressivement de réduire, même si l'association cigarette électronique et cigarette, au début, n'est pas une réduction drastique de leur état de santé. On les amène vers un état de confiance, vers le fait de vivre, de fumer moins, donc de pouvoir vapoter dans les endroits où ils ne pouvaient pas fumer, donc de ne plus avoir cette obligation de sortir sous la pluie pour fumer. Ils reprennent un teint plus clair, ils reprennent les dents plus belles, et surtout, ils se disent, mais quelque chose peut bouger, donc je peux peut-être encore avancer dans ma trajectoire. Et c'est ça qui n'est jamais mesuré dans les études. Cette histoire de trajectoire n'est jamais mesurée. Alors je vais essayer de faire court parce que j'ai plein de questions, mais première chose, est-ce que vous savez s'il y a un risque véritable au fait d'arrêter sec de fumer? Est-ce que il faut y aller progressivement ou est-ce qu'il faut se dire j'arrête, ou est-ce qu'on a des preuves aujourd'hui d'une conséquence de l'arrêt sec du tabac? Quelqu'un qui fume 20 cigarettes par jour, est-ce qu'il a plutôt intérêt à arrêter sec s'il prend la cigarette électronique, ou est-ce qu'il vaut mieux qu'il en conserve quelques-unes parce que ça peut avoir un acte psychologique qui peut déclencher des choses physiologiquement? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est est-ce qu'on a aujourd'hui suffisamment, est-ce qu'on a des informations concernant la proportion au niveau de l'addiction entre l'addiction psychologique et physiologique? Est-ce qu'on arrive à faire la part de l'un pour l'autre? Et la dernière chose, c'était, je suis désolé, je suis arrivé un tout petit peu en retard ce matin, mais j'allais dans le sens de ce que j'ai entendu au tout début concernant le manque d'informations. Et vous évoquiez tout à l'heure que les gens qui sont aujourd'hui des héroïnomanes vont très souvent consulter, et les gens en tabacologie peut-être un petit peu moins. Moi, je vois depuis maintenant bientôt 4 ans des gens qui viennent et qui me disent « j'y connais rien ». Et qui viennent vraiment prendre de l'information. Donc je pense que l'information aujourd'hui, je viens la chercher par exemple aujourd'hui, ou je la regarde à travers différentes revues. Par contre, je pense qu'il y a un manque énorme en termes d'information, parce que je vois des gens qui ne sont pas des primo-accédants, mais qui sont des gens qui connaissent déjà. Quand vous leur expliquez le temps que met la nicotine à monter, ils ne connaissent pas. Quand vous leur expliquez à un moment donné ce qu'il en est sur l'utilisation du matériel, ils ne le savent pas non plus, notamment pour éviter les problèmes de fuite, de condensation, tous ces problèmes-là, les gens ne le savent pas. Ils ne comprennent pas quand vous leur parlez à monnaie de Pavlov et toutes ces histoires-là, ils ne savent pas ce que c'est non plus. Et je pense que tout ce suivi-là, avec une norme, ce que vous évoquiez tout à l'heure, me semble vraiment important. Donc, information à vraiment véhiculer et à pouvoir avoir... Merci beaucoup. Peut-être vous demander à Anne de commencer à répondre. Aucun danger physique.
Mais j'avais appuyé, mais c'est quelqu'un qui a réappuyé, c'est pas de ma faute. Donc il n'y a aucun danger à arrêter de fumer brutalement, hormis le fait, si on est un fumeur dépendant, de se retrouver en manque, c'est-à-dire agité, pas pouvoir se concentrer, avoir super envie de fumer, un fort craving, être irritable et taper la tête de son voisin s'il vous fait claque la porte au nez. Voilà, c'est le seul risque, c'est le syndrome de manque physique qui est très désagréable à vivre. Mais rappelons-nous qu'avant qu'il y ait des substituts nicotiniques, avant qu'il y ait la cigarette électronique, il y a des générations de fumeurs qui ont arrêté du jour au lendemain brutalement. Mon père, je m'en souviens encore de son arrêt quand il a arrêté, parce qu'il était d'une humeur massacrante pendant des lustres. Donc toutes ces aides-là, c'est des portes d'entrée facilitantes et qui permettent de vivre mieux son arrêt ou sa réduction de consommation, et donc qui permettent également, et c'est très important, d'arrêter plus tôt dans sa vie. Et plus on arrête tôt, plus on a un gain en termes de non-développement de maladies ou de régression des maladies éventuellement liées au tabac qu'on pourrait avoir. Donc en tout cas, c'est pas mortel d'arrêter de fumer brutalement. Par contre, chacun choisit. Il y en a qui veulent arrêter brutalement, il y en a qui veulent arrêter progressivement. Et à nous de nous adapter au choix de la personne qu'on a en face de nous. Est-ce que je peux dire, je ne vais pas prendre toute la parole, mais un mot sur l'intérêt des boutiques. En effet, en boutique, vous voyez plein de gens qui ne passent pas par un circuit professionnel, et tant mieux, parce que vous êtes quand même plus accessible que les consultations de tabacologie dans les XAPA ou à l'hôpital, voilà. Et même que les médecins généralistes, qui pour l'instant ne sont pas tous complètement au fait, ou favorables d'ailleurs à la cigarette électronique. C'est un autre sujet à discuter. Et on parlait ce matin de l'agrément ou une certification pour les boutiques. C'est Jacques qui parlait de ça. C'est Rémi Parola qui parlait de ça. Et je pense que c'est intéressant que, en effet, les vendeurs soient formés pour délivrer un message qui soit le plus exact sur, en effet, les pics de nicotine, combien de temps ça disparaît, quels sont les signes de manque. Et surtout, ce que vous savez faire, vous, 1000 fois mieux que nous, c'est quel liquide, quels arômes, quelle technique, quel flacon, quelle batterie. Parce que moi, avec la vape du cœur, j'en apprends à chaque fois qu'ils viennent donc expliquer ça aux patients. Et je suis à toutes les réunions parce qu'à chaque fois, j'apprends des choses nouvelles. Et qu'ensuite, je peux retransmettre ça aux patients que je vois. Mais vous voyez plein de patients qui ne sont pas des patients, qui sont juste des fumeurs et qui vont directement dans les boutiques. Juste, sur ce sujet, moi je compléterai en disant que c'est une des choses qu'on a appris dans la réduction des risques, c'est les savoirs profanes, c'est-à-dire le savoir de l'usager, et c'est beaucoup plus sophistiqué qu'on ne le croit. Parce qu'effectivement, il y a des savoirs sur les sensations de plaisir, il y a des savoirs sur la technique, il y a des savoirs sur les rituels, il y a tout un tas de choses qui ne peuvent venir que de l'usager. Et je crois que une des batailles qu'on a à faire aujourd'hui, c'est la même chose qui s'est faite sur les autres addictions, c'est d'accepter qu'une partie de ce qui se fait parte de la pratique et des savoirs des usagers et ne soit pas dictée uniquement par un point de vue médical, strict. Voilà. Sinon, on va passer à côté. Et là, le jeu avec les boutiques est un jeu excessivement important. C'est vrai que moi j'avais plusieurs fois interpellé FIVAP là-dessus, parce qu'au début on a eu un certain nombre de problèmes. Soyons clairs, on a orienté des usagers, ou des usagers sont entrés dans des boutiques où le service n'était pas à la hauteur et où les conseils donnés et où les informations données n'étaient pas bonnes. Voilà, hein. Et là, il faut petit à petit qu'on monte le niveau de compétence de la communauté, parce que ça reste un des lieux dans lesquels des choses se diront, et elles ne se diront jamais pareil dans le circuit médical. Donc ça, c'est un point qui me paraît excessif, un enjeu fort des années qui viennent, si on veut que ce système du vapotage trouve complètement son intérêt complémentaire aux approches autres de lutte contre le tabagisme. On va monter un enseignement au CNAM, l'édictologie, Jean-Pierre. Je peux dire juste Anne, juste pour répondre très vite à la question sur la dépendance psychologique, physiologique, en 2 mots. Chacun son tour. Oui, en effet, vous avez raison. La dépendance nicotinique, ou tabagique, elle est double, voire triple. Elle est physique et psychocomportementale. La dépendance physique, c'est juste une histoire de désensibilisation et d'augmentation du nombre des récepteurs qu'on a dans le cerveau, des récepteurs nicotiniques. Et c'est elle qui va traduire l'efficacité d'amener de la nicotine autrement que par de la fumée. Donc soit sous forme de liquide, donc vapoté, soit sous forme de substance
substitut nicotinique, soit les deux, l'association des deux. Parce qu'on a entendu tout à l'heure, en effet, on peut associer et les substituts et la cigarette électronique. Donc ça va traiter la physique. Mais à côté de ça, il y a la dépendance psychocomportementale, donc liée au plaisir, liée à l'association à des moments de détente, le coup de téléphone, je monte dans ma voiture, etc. Et qui est très gênante à l'arrêt du tabac. Alors, est-ce qu'elle est toujours concomitante? Oui. Alors, dans quelle proportion? Ça dépend des fumeurs, ça dépend de l'intensité, de l'ancienneté de leur dépendance et de l'intensité de la dépendance physique par rapport à la psychocomportementale. La psychocomportementale, c'est peut-être celle qui est la plus compliquée à accompagner, parce qu'on n'a pas de médicaments pour ça, alors qu'on en a pour la dépendance physique. On peut apporter de la nicotine. La dépendance psychocomportementale, ça fait appeler à un accompagnement, à un soutien, et les thérapies comportementales et cognitives notamment, qui sont très efficaces pour ça. Merci Anne. 2 questions, une là-haut, après Bertrand. Même Bertrand. Si, non mais on donne la bonne dose de nicotine et on voit ce qui reste et c'est du comportement. Et on n'a pas de chiffres. Bon, on avance dans les questions, s'il vous plaît. Monsieur, vous présentez, vous posez votre question. Bonjour, je m'appelle Laurent, je suis consommateur de cigarettes électroniques. On avait parlé brièvement, Rémi Parola, de l'IQOS, du tabac chauffé. Je voulais avoir votre avis en tant que professionnel de santé, parce qu'il me semble que l'industrie du tabac veut faire passer ça comme outil de réduction des risques. Alors, sauf si je dis une bêtise, il me semble qu'au premier sommet de la VAP, Monsieur Vallet avait dit qu'il avait eu un rendez-vous avec Philippe Maurice, justement, au sujet de cette IQOS, que cette société voulait faire utiliser ce produit-là comme outil de réduction des risques. Je voulais voir votre avis là-dessus sur le principe. Ok, merci beaucoup. Bertrand, qui voulait poser une question, va d'abord répondre à votre question. Non, Benoît Vallet veut mettre une ligne rouge. Quand il y a du tabac, c'est du tabac. Quand il n'y a pas de tabac, c'est pas du tabac. Tout ce qui a du tabac, c'est du tabac. Même s'il y a des tabacs qui sont moins dangereux que l'autre, c'est très dangereux tous les tabacs. Et en plus, l'IQOS, c'est un tabac chauffé qui libère un peu de monoxyde de carbone. Ça veut dire qu'il brûle un peu quand même, quoi qu'il soit marqué il y a du monoxyde de carbone. D'après les publications de Philippe Maurice, les dernières SRNT, il dit qu'il y avait un peu de monoxyde de carbone. Donc ça, il disait que c'était la dégradation du glucose. Je vois pas comment le glucose se dégrade en formant du CO. Juste un mot sur parce que ce soir je dois faire une synthèse. Donc pour passer du tabagisme, ce qui est marqué sur l'écran là, à la vape, il y a un accord global de tout le monde que c'est une bonne chose, que ce soit les anti-tabac, les médecins et les vapoteurs, tout le monde est d'accord. Le rêve du médecin et des agents de santé publique, c'est qu'on utilise la cigarette électronique comme un substitut nicotinique et qu'on arrive vers l'arrêt complet du tabac et de la vape, qui est le but ultime. Les vapoteurs, eux, ils veulent passer du tabagisme seulement au vapotage et ils disent que c'est bien et que ça peut continuer éternellement. Donc là, il y a clairement un désaccord entre deux communautés sur ce point. Mais j'aurais souligné la dernière communauté, c'est les vapoteurs qui fument, qui sont très nombreux. Et là, en fait, on a un accord, d'après ce que je comprends. Tout le monde souhaiterait que les vapoteurs fumeurs deviennent vapoteurs non-fumeurs et qu'on aide ces vapoteurs fumeurs à devenir des vapoteurs non-fumeurs. Et là, il y a un accord dessus. Donc, il y a des points sur lesquels on a des accords, d'autres points on a un accord. Et je voulais souligner, pour travailler sur les vapoteurs fumeurs, je pense qu'on pourrait ensemble, et les médecins et les vapoteurs, faire beaucoup mieux que ce qu'on fait actuellement. Vas-y, Anne. Mais il faut faire attention au message qu'on délivre au public en général, non formé, parce qu'ils entendent ça, que vapo-fumer, finalement, ça protège pas vraiment leur santé. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils fument. Ils arrêtent la cigarette électronique. Donc, il faut au moins les encourager dans un stade intermédiaire. Enfin, faire attention, en tout cas, au message qu'on va délivrer. Le bénéfice sanitaire du stade intermédiaire est questionnable sur la science. Si oui, tu mais veux, c'est un premier pas. Bertrand, Si c'est un premier pas, c'est une très bonne chose. Bertrand, par rapport à ça, il faut qu'on soit capable de communiquer intelligemment, parce que ramener au TSO, ça donne les usagers qui font semblant de ne prendre que le TSO face à certains médecins et qui vont à d'autres. Non, mais je te dis, c'est-à-dire qu'effectivement, cette zone grise, il y a des études qui ont été bien documentées au niveau des traitements de substitution aux opiacés. On a vu les maladresses, on a vu les erreurs qu'on a fait à diaboliser cette zone grise et à ne pas savoir l'intégrer comme un moment d'entre-deux. Et effectivement, il faut savoir là-dessus, il faudra, la façon dont on communiquera et ce qu'on en dira sera quelque chose d'important, parce que c'est toujours la même chose. C'est ce que dit
disait Anne, c'est ce que je disais, on veut faire passer les personnes par un chemin rectiligne. Tout le monde n'est pas capable de monter la colline tout droit, sans s'arrêter, en partant et en arrivant, sans faire aucune halte. Et si à la première halte, on dit à quelqu'un, ça y est, vous découragez déjà, c'est là qu'on la décourage. Donc, je ne dis pas que c'est ce que tu dis, hein, mais je dis que la façon dont on discute de cette zone intermédiaire sera quelque chose d'excessivement important pour permettre de garder la direction, réduction des risques de cette pratique. Une toute petite réponse à ça. Il ne faut pas stigmatiser les vapofumeurs. Et il y a une étude qui vient de montrer très clairement que les vapofumeurs arrêtent plus que les fumeurs. Voilà. Moi, pour reprendre juste ces propos, c'est-à-dire qu'on voit bien que là-dessus, il y a une vraie question. C'est la question, c'est est-ce que c'est un premier pas? Et si c'est un premier pas pour l'arrêt complet, là, c'est quelque chose de très bien. Si c'est un premier pas dans le but de réduire juste sa consommation pour se protéger, pour sa santé, et que finalement, après, on ne souhaite pas aller plus loin parce qu'on se satisfait de ça, parce que l'information sanitaire n'a pas été communiqué. Là, ça pourrait poser un problème en termes de santé publique. Et je pense en tout cas, ce qu'il faut vraiment étudier, analyser, c'est les trajectoires des consommateurs de cigarettes électroniques. Et en tout cas, là, l'Institut national du cancer a financé une grande étude longitudinale qui permettra vraiment, là, du coup, de suivre dans le temps les trajectoires des consommateurs, notamment, donc, du coup, des vapofumeurs, pour pouvoir vraiment ensuite voir si c'était un premier pas vers l'arrêt ou si c'est un premier pas, parce que finalement, après, on dit qu'on a fait le plus dur et on n'a pas assez informé sur les risques sanitaires. À quel titre me recommandez-vous d'arrêter de vapoter? Avec des choses avérées scientifiquement, s'il vous plaît. Pas comme les cancers de la bouche imaginaires. À quel titre on va arrêter de demander? C'est-à-dire, à quel titre peut-on vous demander d'arrêter de vapoter? C'est ça? Voilà. Alors, moi, je demande jamais à un vapoteur d'arrêter de vapoter. D'abord, oui, mais c'est pas moi qui ai fait cette diapositive et on est là pour débattre justement. Donc moi, comme je suis à la tribune, je réponds. Et d'abord, je ne demande pas aux vapoteurs d'arrêter de vapoter parce que je demande rien à personne. Je réponds à une demande d'accompagnement et d'aide. C'est-à-dire que je peux parler du tabac quand je suis dans un XAPA avec des gens qui ont une autre consommation, je leur dis, et le tabac, vous en êtes où? Est-ce que vous voudriez faire quelque chose, etc. Et je leur en parle à chaque fois, et à un moment, en leur proposant de l'aide et en essayant des petits trucs, ils vont rentrer. Mais c'est eux qui vont rentrer, c'est pas moi qui les pousse, ça sert à rien de les pousser. Donc pour répondre, je ne demande pas aux gens d'arrêter de vapoter. Alors je voudrais juste rajouter quelque chose, c'est que par rapport au mois sans tabac, par rapport aux opérations qu'on a pu mener, on s'est rendu compte avec les médecins, notamment en dialoguant avec eux, qu'on arrivait à avoir un taux de réussite beaucoup plus important en cumulant les moyens de substitution. C'est-à-dire que en prenant un patch ou une gomme à mâcher seule ou une e-cig seule, on va arriver à avoir des taux de réussite plus ou moins différents et plus ou moins pertinents. Mais en cumulant les différents moyens, là on arrivait à des résultats qu'on n'est jamais arrivé à obtenir avant. Et notamment à ce niveau-là, à Ambroise Paré, il y a un travail pilote qui a été un peu fait par Sandrine Brinjon qui a commencé à faire des statistiques là-dessus. Et quand on est allé en fait à la DGS, la personne qu'on a vue nous a dit « rapprochez-vous du comité scientifique » pour pouvoir établir un protocole et que ce protocole, on puisse l'établir au niveau national. Sachant qu'aujourd'hui, comme en fait, au niveau de la loi santé, on est un petit peu en marge, tout n'est pas encore établi, le comité scientifique a freiné les choses, a dit, nous, tant qu'on n'a pas de circulaire, on n'avancera pas plus. Donc les choses sont un peu bloquées par le système législatif. Il faut que ça se mette en branle pour se débloquer, mais les choses avancent positivement de ce côté-là. Bien. Écoutez, merci. Donc clairement, le vapotage constitue un étui de réduction des risques. Pour être vraiment efficace contre les dangers, contre les dommages, eh bien, il est préférable d'arrêter totalement de fumer. Je pense que ça, il y a un consensus chez tout le monde. Il y a un consensus aussi pour dire que c'est l'usager la personne qui va décider de son chemin, que le chemin n'est pas forcément tout droit et que le professionnel est là pour l'écouter, pour l'encadrer, surtout pour lui permettre d'aller le plus loin possible, mais au rythme où il veut.
et que c'est lui qui décide. Il n'y a que lui qui peut être l'acteur de son changement et à son rythme et de la même façon pour que toutes les drogues, on n'est pas là ni pour faire la morale ni pour simplement pour accompagner. Qu'on soit tabacologue ou qu'on soit professionnel dans le vapotage. J'entends qu'il y a quand même un besoin d'information. Et là, il faudrait peut-être qu'on trouve un moyen vraiment simple de pouvoir informer tous ceux qui sont dans les boutiques, quoi, qui vendent pour avec un système un peu interactif où ils puissent poser leurs questions, répondre à leurs questions. Je ne sais pas si ça existe déjà, mais en tout cas, ce serait bien d'y réfléchir.